Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Juste avant de vous présenter l'invité de cet épisode, je veux vous dire, retenez-vous pas de partager l'épisode avec votre famille et vos amis pour qui vous pensez que ça pourrait être bénéfique. Si vous êtes sur Spotify, laissez un 5 étoiles et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, ça aide vraiment le podcast à grandir. L'invité de cet épisode est infirmière clinicienne et intervenante en santé sexuelle. À travers sa pratique privée et sa plateforme Sexe aux soins, elle accompagne les femmes à mieux comprendre leur corps, leur santé reproductive et leur sexualité. On discute ensemble du cycle menstruel sans tabou et de la pré-ménopause. Veuillez accueillir Jeanne Lefebvre. Jeanne, bienvenue au podcast Santé Sport. Salut, merci de l'invitation. Je suis super contente d'être ici. Tu es infirmière clinicienne depuis 2020 et tu es la fondatrice de l'entreprise Sexe aux soins. Mm-hmm. Donc, tu travailles entre autres avec la santé, selon ton site web, les organes reproducteurs, puis la santé sexuelle. Mm-hmm. Et spécialisée dans la femme, si je ne me trompe pas. Ouais. Et c'est quand même un sujet très intime de la santé, très précis et très personnel. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un moment précis que tu te rappelles que tu t'es dit « Hey mon Dieu, je veux vraiment travailler dans cette sphère-là de la santé ». Je pense que ça m'a toujours intéressée de base, tu sais, avant même de rentrer en soins infirmiers, puis tout ça. Tu sais, moi-même, j'ai comme eu de la difficulté à trouver des méthodes de contraception qui fonctionnaient bien pour moi. J'ai eu des symptômes difficiles avec mon cycle menstruel. Fait que, tu sais, j'ai vu un peu l'autre côté de la médaille d'être comme chercher des réponses, pas trop trouver parce que l'accès aux soins, c'est pas évident en santé de la femme de trouver vraiment des soins spécialisés. Fait que ça a toujours été un intérêt de commencer par moi-même à chercher puis un peu lire sur le sujet. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre. Fait qu'après ça a juste été comme naturel quand je suis rentrée en soins. J'avais en tête que je voulais travailler en santé de la femme, mais encore là, c'était pas vraiment précis qu'est-ce que je voulais faire. Tu sais, j'avais comme une idée, je veux accompagner les femmes. Je me suis beaucoup cherchée au niveau professionnel en commençant. Tu sais, j'ai essayé de faire de la santé sexuelle en centre jeunesse. J'ai fait aussi de la maternité, de la salle d'accouchement, puis tout ça. Puis j'aimais ça, mais il me manquait quand même un petit quelque chose. Tu sais, le milieu hospitalier, c'était pas vraiment ça que je recherchais finalement, puis je me retrouvais pas à travers de tout ça. Fait que j'ai décidé de prendre un peu un break, puis j'ai fait des contrats en agence, fait que ça me laissait plus de temps entre mes périodes de travail où j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait beaucoup d'exploration aussi à écrire à plein de professionnels pour voir un peu qu'est-ce qu'ils faisaient, comment je pouvais vraiment développer une pratique qui me rejoignait plus. Puis là-dedans, j'ai rencontré des sexologues, j'ai rencontré des entrepreneurs, puis j'ai vu que je pouvais un peu sortir du cadre puis du chemin qui est tracé habituellement pour les professionnels de la santé, que c'est comme tu commences, tu sors de l'école, tu restes à l'hôpital, puis tu progresses dans les postes à l'hôpital. Fait que c'est ça, j'ai comme eu un peu une inspiration, puis en voyant ce que les sexologues faisaient, ben, tu sais, moi, j'avais déjà travaillé un peu avec la santé sexuelle, plus au niveau des ITSS, la contraception, mais j'avais envie d'aller un peu plus large au niveau de tout ce qui est les autres sphères qui ont un impact sur notre santé reproductive et sexuelle. Fait que j'ai décidé de me lancer. J'ai fait une formation à l'Université Laval en santé sexuelle. C'est à partir de là que j'ai parti mon projet, en fait, vraiment dans un but d'aller faire qu'est-ce qui me passionne parce que je trouvais rien qui concordait vraiment avec qu'est-ce que je recherchais, là. Fait que mon approche, c'est vraiment ça, c'est de passer par tout le mode de vie, l'impact de nos émotions, de nos relations, puis tout ça que ça peut avoir sur notre santé puis notre bien-être au niveau de la santé reproductive. Ça ressemble à quoi le cursus de cours en santé sexuelle? Fait que c'est un certificat. Dans le fond, il y a des cours de base, dans le fond, qu'on doit faire sur intervention en relation d'aide, intervention en santé sexuelle. Puis après ça, il y a beaucoup de cours à option aussi. Fait que selon tes intérêts, tu sais, moi, j'ai fait un cours encore là sur la contraception, j'ai fait un cours sur l'éducation à la sexualité. Fait que ça te montre vraiment comment faire de la relation d'aide. C'est sûr qu'encore là, on n'est pas dans la psychothérapie, on n'est pas des sexologues non plus, mais on peut faire de l'accompagnement au niveau de la santé sexuelle. Puis on peut donner aussi des ateliers éducatifs dans différents milieux. Fait que j'ai fait de l'éducation à la sexualité dans les écoles, pour des groupes sportifs. Ça peut vraiment être large, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment là-dessus, puis on base un peu le cursus selon nos intérêts, puis qu'est-ce qu'on va aller chercher par le certificat, là.
Sur ton site web, tu as une photo. Là, elle est un peu crop sur le site web, mais je pense que je vois le logo de la LHJMQ. Oui, oui, c'est ça. J'ai fait un partenariat avec eux, ça fait 2 ans pour, les nouveaux joueurs, là, les recrues. Dans le fond, on donne des ateliers, d'intégration quand ils arrivent. Aux journées d'intégration, c'est ça, c'est un atelier sur la prévention des violences sexuelles, les comportements à risque puis tout ça. Donc, je fais ça avec ma collègue, là. C'est vraiment un projet, stimulant, là. J'adore ça. Qu'est-ce que t'aimes dans ce projet-là? Ben, je trouve que ça me sort un peu de ma routine parce que justement, je suis plus habituée de travailler avec les femmes. Fait que là, c'est complètement une autre clientèle, mais j'aime quand même le milieu du sport. J'aime échanger avec les jeunes, puis tout ça. J'ai plus des patientes adultes maintenant dans ma pratique, fait que ça me fait voir vraiment comme une autre type de clientèle avec les ados. Puis c'est vraiment un milieu qui est super ouvert. À chaque année, c'est le fun. Ils ont tout le temps un peu peur de qu'est-ce qu'on va leur parler quand on arrive là, mais on arrive à le rendre ludique puis vraiment plaisant pour eux aussi. Fait que à chaque année, c'est comme vraiment des belles journées. On a comme 2 journées, une au Nouveau-Brunswick, une au Québec. Puis c'est ça, c'est tout le temps super le fun. Ah, c'est intéressant, ça. Très Ouais. intéressant. Là, il y a quand même peut-être plusieurs auditeurs et auditrices qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je veux juste mettre en préambule pour tout le monde. Le nom du podcast, c'est Podcast Santé Sport. Donc, il y a des épisodes qu'on parle souvent de la santé, ben, du sport relié à la santé. Mais là, aujourd'hui, ça va être un épisode un peu plus sur la santé et précisément sur le cycle menstruel. Je vais être Mhm. bien clair avec ça. J'ai quand même des amis. Je suis parrain. Mon frère a une petite fille. Je suis chanceux. Notre petite est magnifique. J'ai des chums qui ont des blondes. J'ai des amis qui ont des blondes aussi. Des amis, eux, qui ont des blondes aussi. Mhm. Puis, je veux pas, le cycle menstruel touche tout le monde, de proche ou de loin, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Même un couple gay, d'hommes gays, homosexuels, qui adoptent une petite fille, faut vivre ça. Puis des parents divorcés, si vous divorcez quand votre petite fille est jeune, ça se peut que le papa soit tout seul avec sa petite fille les premières fois que ça arrive. Fait que ça va être un safe space, entre autres pour les hommes. Puis s'il y a des Mhm. femmes qui veulent en apprendre plus, tant mieux. Mais ça va être un épisode qu'on va apprendre. Il n'y a pas de questions niaiseuses aujourd'hui. Puis on, on défait des mythes, puis on est là pour apprendre dans le plaisir, puis se lancer 2-3 petites jokes au travers. 100%. Je suis bien d'accord. Puis encore là, je trouve qu'il y a aussi un beau lien quand même avec le sport parce que, tu sais, toutes les habitudes de vie, tout ce qu'on fait dans nos performances sportives, ça peut être impacté par notre cycle menstruel aussi, puis par les hormones en général. Fait que moi, c'est vraiment une sphère super importante de ma vie, puis dans mes accompagnements aussi avec mes patientes ou juste dans mes ateliers d'en parler parce que je trouve que c'est super important pour un équilibre puis une bonne santé en général. Yes. Ça, on commence avec la base, avant d'aller dans le sport, parce que ça, on va. En plus, qu'on est juste après les Jeux Olympiques, il y a une C'est patineuse ça. artistique. Présentement, les nouvelles, ça en parle énormément. Donc, on va aller un peu plus dans le crunchy plus Mhm. tard, mais pour le moment, on va commencer vraiment avec la base. Ouais. Puis, avant même de commencer au niveau du scientifique, ça serait quoi les bonnes raisons que des hommes et les femmes aussi là, comprennent le cycle menstruel? Ben, de base, je pense que pour des gens qui ont pas de menstruation, c'est bien d'aller s'informer par eux-mêmes sans que ça soit la femme qui doive aller faire l'enseignement puis qui doit aller apporter l'information parce que c'est quand même une charge mentale de plus à chaque fois de devoir toujours réexpliquer puis essayer de justifier certains comportements ou certaines réactions qui peuvent être causées par des changements hormonaux. Fait que d'aller prendre l'initiative, c'est vraiment montrer qu'on veut soutenir la personne, qu'on est présent pour elle, puis tout ça. Fait que je trouve que c'est super bien qu'il y ait de plus en plus des hommes qui s'intéressent sur le sujet puis qui veulent savoir comment supporter. Oui, pour le cycle menstruel, parce qu'il y a beaucoup de variations au courant d'un mois, puis ça peut avoir un impact sur plein de choses. Encore là, comme on disait, la performance, mais l'humeur aussi, le niveau d'énergie, la motivation à faire des choses. Fait que de mieux comprendre ça, c'est super pertinent.
Mais ce qu'on sait pas aussi souvent, c'est que ça reste pas pareil au courant d'une vie. Fait que, tu sais, on a l'impression que oui, le cycle menstruel, c'est important, il faut qu'on comprenne, mais c'est plus que ça. Tu sais, il y a plein de périodes de transition dans la vie d'une femme qui sont peu explorées puis peu comprises par les personnes qui passent pas par là. Mais tu sais, si on pense à la maternité, le postpartum, la ménopause, justement, aussi, ça apporte plein de changements. Puis même si une personne qui vit avec quelqu'un qui a des menstruations pense comprendre le cycle, ben ça peut changer du jour au lendemain par ce genre de transition de vie-là. Fait que c'est vraiment, le but, c'est d'avoir une ouverture là-dessus, d'avoir un intérêt, puis de continuer de se renseigner sur le sujet, d'être ouvert à ces changements-là, puis à ces variations-là. Fait que d'être informé avant que ça arrive, autant pour un homme que pour une femme, ça permet d'être mieux préparé, puis de savoir un peu à quoi s'attendre, d'être moins démuni quand on arrive face à des challenges, des situations plus difficiles à cause des hormones. Là. Il y a un clip qui passe que j'ai vu sur Internet. Je ne me rappelle vraiment pas c'est de qui, puis c'est un reel, un short. Puis c'était je pense, une professionnelle de la santé qui parlait avec un père de famille, puis qui disait. Le père de famille disait: je me chicane tout le temps avec ma fille. Puis la professionnelle, elle a dit: ouais, mais est-ce que tu connais son cycle menstruel? Je dis: ben, de quoi? Puis elle dit: ouais, mais si tu le savais, à cause du flux hormonal, il y a des humeurs différentes au long du cycle. Ben, ça pourrait t'éviter, entre autres, quelques chicanes. Si tu sais que dans cette phase-là, elle peut être plus difficile, ben apporte-y pas une grosse demande. Attends au jour, puis là, je veux pas dire de chiffres parce que c'est de quoi que je ne m'y connais pas, malheureusement. Elle dit: attends à tel jour ou à telle phase, puis tu y apporteras. Ça va être beaucoup plus facile à apporter. C'est-tu quelque chose qui est vraiment vrai? Je pense que ça dépend vraiment de chaque personne parce que, tu sais, il y a souvent des stéréotypes puis il y a une base aussi de vérité dans le sens qu'avant les menstruations, souvent dans le SPM, les femmes peuvent être un peu plus sensibles, ils peuvent être un peu plus anxieuses, avoir des symptômes qui sont plus difficiles à gérer, là. Mais ça dépend dans l'intensité. Tu sais, il y en a pour qui ils vont pas voir de changement du tout. Il y en a que ça va être vraiment grave, puis justement, ça peut même être un trouble psychiatrique, là, le trouble dysphorique prémenstruel qui doit être traité, qui est vraiment qui cause des difficultés de fonctionnement, des idées dépressives à chaque mois, même des envies suicidaires des fois. Fait que l'intensité peut vraiment varier selon chaque personne. Fait qu'après ça, c'est vraiment ça, c'est d'apprendre à connaître ses propres variations personnelles, puis encore là, si on veut comprendre les variations de notre fille, de notre conjointe ou quoi que ce soit, ben ça peut être vraiment pertinent sans aller dans assumer, ah ben là, tu vas tomber dans ta semaine, tu vas être fâché, tu vas pas avoir de patience, puis tout ça, pas nécessairement, mais c'est ça, vraiment d'aller s'adapter à c'est quoi ces variations à elle, puis de comprendre aussi qu'il y a plein d'autres facteurs qui vont avoir un impact là-dessus. Fait qu'on met souvent aussi beaucoup sur le dos des hormones, alors que, tu sais, nous aussi, on vit du stress, on vit des périodes difficiles au travail. Tu sais, il peut y avoir plein de choses aussi qui influencent. Fait que oui, les hormones, mais c'est ça, sans vouloir généraliser ou dire que tout le monde va avoir des périodes de colère ou d'irritabilité. C'est vraiment différent pour chaque personne. Parce que je pense qu'on va être d'accord là-dessus, mais la communication est la base de cette situation-là. Ouais. Tu sais, chaque femme, comme tu le mentionnes, peut être différente. Donc, si vous êtes avec. Puis là, je parle en tant qu'homme. Tu sors avec une fille pendant quelques mois, des années, puis vous vous séparez. Ta prochaine blonde, ben, ça se peut que ses fluctuations soient complètement différentes puis qu'elle ait des émotions différentes. Fait que aujourd'hui, on parle de la base, là. Pas la norme, mais ce qui peut arriver. Mais ça Ouais. entre deux filles, puis probablement qu'entre deux sœurs ou entre deux amis, ça peut être complètement vécu de façon différente. Oui, totalement. Avec ce que tu viens de dire, sans mettre. Est-ce que c'est la poule ou l'œuf, là? Souvent, les femmes vont dire: ouais, mais je suis dans mes SPM, c'est pour ça que je suis de même. Puis après ça, il y a une autre situation, n'importe quand, que l'homme va juger: hey, t'as donc bien overreact là-dessus, t'es-tu dans tes SPM? Là, ça devient un peu
cycle, selon moi, vicieux de comme ouais, mais là, c'est pas parce que je suis fru que je suis dans mes Mhm. SPM, mais à un haut pourcentage, quand t'es fru, t'es dans tes SPM. Ouais, ben ça dépend vraiment. Mais c'est vraiment ça, je pense, de garder un contexte général, de comprendre que il y a d'autres choses qui peuvent causer ça, tu sais. Puis même si c'est inhabituel pour elle qu'elle soit frue, ben ça se peut qu'elle soit à un moment donné puis que ça soit pas nécessairement lié à ça. Puis c'est qu'il y a tellement eu longtemps une connotation négative justement à dire t'es-tu dans ta semaine, tu vas-tu être dans ta semaine, tu sais, de le dire sous une forme comme un peu de reproche, de genre ben voyons t'es donc bien désagréable aujourd'hui. C'est sûr que ça va moins bien passer que si c'est vraiment juste demandé par curiosité de comme hey, tu sais, je m'intéresse à ton cycle, j'aimerais ça mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu as des périodes que c'est plus difficile pour toi? Est-ce qu'il y a certaines périodes que tu aimerais que j'agisse comme d'une certaine manière pour te supporter là-dedans? Fait que je pense que tout est vraiment, comme tu disais tantôt, dans la communication puis la façon que c'est apporté. Puis peut-être qu'il y a un peu de résistance à se faire dire ça parce que ça a longtemps été remis contre nous, le fait que on était désagréable puis qu'on avait de la misère à se gérer quand on allait tomber dans notre semaine ou qu'on était SPM. Fait que je pense que c'est toute question, tout se dit, mais il faut choisir la façon qu'on le fait puis le contexte aussi. T'sais. Fait qu'un peu plus la portée de je te sens un petit peu plus émotive que la normale. Est-ce que c'est vraiment une situation qui te touche beaucoup ou tu te sens Mm-hmm. aujourd'hui un petit peu plus émotive sur tout? Puis on est dans une situation de couple hétérosexuel là-dedans. Puis moi, pas que je me mets à la place de l'homme, je suis l'homme dans cette situation-là. Puis mettons, je te le demande en tant qu'avis féminine, là, de la porter comme ça, est-ce que ça l'aiderait à mieux passer? Oui, ben encore là, moi je pense que oui, mais encore là, ça dépend de chaque personne. Il y en a pour qui que ça les dérange vraiment de parler de leur cycle puis de leurs hormones, puis que c'est pas quelque chose qui veulent comme s'informer par rapport à eux-mêmes aussi. Fait que tu sais, comme de vouloir plus que l'autre personne, ça peut aussi créer des irritants. Fait que ça revient encore au fait que chaque personne est différente par rapport à ça. Mais de base, je pense que tout le temps, quand on veut approcher l'autre dans une posture d'ouverture, de vouloir comprendre, de vouloir connecter au final, tu sais, mieux connecter avec cette personne-là. Je pense que c'est ça. Il y a des manières de le faire, comme tu dis, qui passent bien. Là. On retourne à l'épisode dans quelques instants, mais juste avant, j'ai une petite question pour vous. On parle souvent de santé sur le podcast, mais est-ce que vous prenez soin aussi de votre santé financière? La réalité, c'est que beaucoup de gens s'entraînent fort, mais leurs finances, elles, restent dans le flou. Le stress financier que ça va venir créer va venir affecter la qualité de vie. C'est exactement pour ça que je veux vous parler de service financier Sébastien Fournier. Sébastien est un très bon ami, mais aussi un auditeur du podcast Santé Sport. Sa mission, aider les gens à bâtir une santé financière solide avec une offre de services globale qui inclut les placements, l'assurance vie et l'assurance pour professionnels. Son objectif, que vous ayez un plan clair pour vous permettre de continuer d'investir dans votre santé, vos projets sportifs ou de maison et votre avenir. Pour les auditeurs du podcast Santé Sport, Sébastien offre la première consultation gratuite et sans engagement. Pour profiter de l'offre, c'est très simple. Allez sur le site web www.podcastsantesport.com/finance avec un S. Remplissez le court formulaire de contact qui s'y trouve et Sébastien vous contactera rapidement. On retourne à l'épisode. Si on tombe à notre cours de bio de secondaire 3, pour ceux que ça peut faire loin et qui ne vivent pas avec des menstruations, je vais lever la main ici. C'est quoi un cycle menstruel? On en repart de la base. Ouais, ben c'est super pertinent parce que c'est pas tout le monde qui le sait. Ça a l'air la base, mais c'est quand même important de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis des fois, on pense que c'est juste les menstruations, le cycle menstruel, que c'est comme c'est la phase menstruelle, voilà tout le cycle. Mais non, il y a des choses qui se passent en dehors de la phase menstruelle. Il y a des variations hormonales qui sont importantes à comprendre. Puis moi, pour imager ça puis s'en rappeler, j'aime ça comparer aux saisons, les différentes phases du cycle menstruel. Fait que c'est une manière vraiment d'imager qu'est-ce qui se passe aussi à l'intérieur pendant cette période-là. Fait que la première phase, c'est la phase menstruelle. Des fois, on pense aussi que les menstruations, c'est comme la fin du cycle, mais non, c'est vraiment le jour 1, c'est le jour où que tu commences à avoir des saignements. Puis ça, c'est associé à l'hiver, dans le fond. Fait que, tu sais, quand on pense à l'hiver, on pense qu'on veut hiberner, se reposer, tu sais, être un peu plus dans le cocooning, prendre soin de soi. Fait que ça, c'est vraiment associé à la phase menstruelle. C'est la phase où Est-ce que que les...
Ouais, est-ce que Oui, c'est des vas-y. émotions un petit peu plus sombres qu'on pourrait dire? Ça peut. Encore là, comme je dis, certaines personnes sont plus sensibles. C'est vraiment parce que les hormones sexuelles sont au plus bas pendant la phase menstruelle. Fait que, tu sais, on va parler de deux principales. Il y en a beaucoup d'impliqués, mais l'estrogène et la progestérone, c'est les deux qui vont varier beaucoup le plus pendant le cycle menstruel. Fait qu'avant les menstruations, ces deux hormones-là vont chuter. Fait que les niveaux vont être au plus bas. Fait qu'il y a des femmes pour qui c'est difficile, puis c'est pour ça ils ont comme un gros manque d'énergie, ils peuvent se sentir un peu plus sensibles, un peu plus irritables, vouloir vraiment plus se renfermer sur soi. Puis il y en a qui ne seront pas vraiment sensibles à cette drop-là hormonale, puis que ça va juste être comme ça va bien passer ou ils vont juste avoir une petite fatigue légère. Fait que c'est vraiment à cause de cette chute hormonale-là qu'on a ce genre de symptômes-là. Puis ce qui se passe dans le corps, c'est que la chute des hormones va faire en sorte que les parois de l'utérus vont se relâcher, puis c'est ça qui cause les saignements, dans le fond, pendant cette période-là. OK. J'attendais de voir si tu avais une question pour. Ouais, Est-ce que c'est clair? ouais, puis là, je vais poser une question vraiment scientifique, là, puis c'est juste vraiment la grosse curiosité. Si les parois se relâchent, pourquoi il y a des crampes? C'est parce que justement, tu sais, ça prend des spasmes, des contractions de l'utérus pour réussir à évacuer ces parois-là. Puis tu sais, quand je dis parois, c'est pas tout l'utérus qui se désintègre, là, c'est vraiment juste l'endomètre qui est la petite partie interne. Fait que c'est ça, ça va être associé à des crampes. Puis il peut y avoir de l'inflammation aussi beaucoup dans la région pelvienne pendant cette période-là. Fait que c'est vraiment ça, c'est les crampes et l'inflammation qui vont créer de la douleur pendant cette période-là, qui peut vraiment varier d'une femme à l'autre, le niveau d'intensité, là. Euh, mais c'est ça qui va être la cause. Puis les douleurs, est-ce que sont tout le long du cycle pas mal ou principalement en hiver? C'est bien de retenir, c'est L'analogie est très bien. vraiment bonne. C'est ça. Ben, en fait, tu sais, il y a des femmes qui ont des douleurs aussi à l'ovulation, il y en a qui en ont en SPM, mais le plus gros des crampes, normalement, c'est pendant les menstruations qu'on va les retrouver. Fait que, tu sais, il y a des exceptions, mais c'est souvent pendant qu'il y a le relâchement puis les contractions que ça va arriver. OK. Ouais. Fait que après ça, la deuxième phase, après l'hiver, c'est le printemps. Fait que c'est la phase folliculaire. Fait que ça, ce qui se passe dans le fond, c'est un peu la remontée de la pente en même temps que les hormones remontent. Fait que dans la première partie, c'est vraiment l'estrogène qui va monter dans la phase folliculaire. L'estrogène, c'est un peu l'hormone de vitalité. Tu sens que tu glows, que tu as plus d'énergie, que tu as envie de te remettre en action. Fait que c'est vraiment cette phase-là, comme au printemps, on a le goût de sortir dehors, de faire des choses le fun. Puis ça, ce qui se passe dans le fond, c'est que l'estrogène va aller stimuler les ovaires, puis ils vont progressivement faire maturer un ovule, dans le fond, qui va être prêt à l'ovulation, à être relâché dans les trompes pour une fécondation. Fait que le printemps, c'est ça. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est que quand on se repose pas assez, quand notre corps en a besoin dans la période menstruelle ou même dans le SPM, ça se peut qu'on la sente pas, cette belle montée-là d'énergie, parce qu'on n'a pas pris le temps d'écouter les besoins de notre corps. Fait qu'il y en a pour qui c'est encore difficile. C'est important de ne pas recommencer de 0 à 100 tout de suite. C'est comme les hormones remontent progressivement pendant 2 semaines à peu près. Il y en a que c'est plus long que ça, il y en a que c'est plus court selon la durée totale du cycle, mais ça ne reviendra pas à ton niveau d'énergie max la journée où tu as fini tes menstruations. C'est comme on remonte une pente graduellement, fait que c'est important aussi, encore là, d'écouter son corps puis pas essayer de trop pousser. Fait que c'est comme la petite analogie en avril, ne te découvre pas d'un fil. Là. Tu veux pas y aller all-in la journée que tu finis tes menstruations. Tu veux continuer quand même à écouter ton rythme puis y aller progressivement. OK. C'est bon. Des questions? Pas à ce Ça moment-là va? encore. Super, parfait. Fait qu'après ça vient la phase ovulatoire. Fait que la phase ovulatoire, c'est l'été. C'est le pic de bonne humeur, de libido, d'énergie, de confiance en toi. Puis ça, c'est vraiment là que tu as ton pic d'estrogène aussi. C'est là que ton estrogène est au max. C'est là que l'ovule va être relâché, justement, des ovaires vers les trompes de Fallope pour peut-être une fécondation s'il y a lieu.
Puis c'est la période la plus courte, en fait, du cycle menstruel. Puis c'est plate parce qu'on s'attendrait à ce que les femmes soient tout le temps autant performantes, puis autant joyeuses, puis autant radieuses que quand elles sont dans cette période-là. Mais au final, ça dure comme 24 à 48 heures, cette période-là de transition. Là, c'est comme super rapide. Fait que c'est ça. Souvent, on aurait le goût de vouloir tout le temps être dans cette phase-là, mais c'est juste pas possible. Puis on la valorise beaucoup, mais il y a quand même des points positifs à aller chercher dans les autres phases, justement, plus d'introspection, de repos, qu'on laisse souvent de côté parce qu'on se pousse à performer puis à vouloir être tout le temps à notre top, mais c'est juste pas comme ça que ça fonctionne. On a besoin de ces deux énergies-là, un peu de, oui, de pousser, mais aussi de se reposer quand on en a besoin pour, au final, être plus équilibré puis pouvoir bien vivre puis bien performer dans ces zones-là qu'on a l'énergie puis les hormones pour le faire, tu sais. OK. À part Puis de la ça, progestérone, elle, la progestérone, c'est après. progestérone. Ouais, ça OK. va être dans l'autre phase d'après. Fait que juste pour finir avec l'ovulation, en même temps qu'il y a un pic d'estrogène, il y a aussi plus de testostérone qui est produite pendant cette phase-là. Fait que ça peut faire en sorte justement que il y a plus de libido. Puis c'est aussi très logique avec la nature qu'on veut qu'il y ait des relations sexuelles pendant cette phase-là pour avoir une grossesse éventuellement. Fait que c'est pour ça aussi qu'il y a des femmes qui vont avoir plus de libido dans cette période-là de leur cycle. Ils peuvent être plus ouvertes à essayer des nouvelles choses, à vouloir faire des activités, à sortir un peu plus. Mais il y en a aussi pour qui l'ovulation, c'est difficile. Tu sais, c'est pas tout le monde qui réagit bien à l'estrogène. On parle encore là plus de tendance que normalement, c'est comme ça qu'on se sent. Mais il y en a qui ont des douleurs à l'ovulation, qui ont comme mal aux ovaires un peu. Il y en a qui sont comme trop stimulés un peu, ils se sentent comme anxieuses, des choses comme ça. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important d'apprendre à connaître ses propres variations puis comment ça change dans notre propre corps. C'est des tendances. OK. Après ça vient la phase lutéale, qui est justement l'automne intérieur. Fait que là, c'est là qu'on commence à avoir une production de progestérone. La phase lutéale, j'aime ça la séparer en 2 semaines parce que celle-là aussi, si on a un cycle de 28 jours qui est théorique, encore là, c'est pas tout le monde qui a un cycle de 28 jours, ça va être là que la progestérone va être sécrétée pendant la première semaine des 2 semaines. Fait que la progestérone, son but, c'est un peu de venir calmer. Fait que dans le coup d'un coup qu'il y aurait une grossesse, on veut qu'on tombe en mode un peu plus cosy, un peu plus calme, fatigué, tu sais, vouloir prendre ça un peu plus mollo, sans nécessairement encore être à notre drop complète, mais juste une énergie un petit peu plus calme, moins vouloir aller à l'extérieur, faire plein de trucs, juste de se recentrer un peu vers soi, de préparer des projets, de prendre soin de la maison, de soi ou de peu importe qu'est-ce qui fait du bien dans cette période-là, tu sais. J'ai une bonne analogie là, pour les gars. Là. À Ouais, vas-y. l'automne, on écoute Harry Potter en dedans, on est C'est bien, tout. ça. Mais à l'hiver, c'est après Noël, le temps des fêtes, on est brûlé. On reste en dedans, pas pour écouter Harry Potter parce que ça nous tente puis on veut se coucouner. C'est plus. Non, on est brûlé. C'est Moi, ça, c'est ça c'est ça. l'analogie que j'ai eue dans ma tête là, avec comment l'expliquer. Là. La différence entre les deux cocooning. C'est ça, c'est ça. Puis la première partie de la phase lutéale, c'est pas la même chose que la deuxième. Fait que la OK. première, encore là, t'as ta progestérone qui est là puis qui te garde quand même dans un état quand même bien. Puis là, c'est là que ton utérus s'épaissit un peu parce qu'on veut que ça crée comme un petit nid douillet si jamais il y a une fécondation puis tout ça. Puis là, la deuxième semaine de l'automne, c'est là que les hormones commencent à descendre. Puis c'est là qu'on peut voir des symptômes de SPM apparaître. Fait que la chute commence tranquillement vers la phase menstruelle, puis c'est là qu'il peut y avoir de l'irritabilité, il peut y avoir plus de fatigue. Euh, mais, tu sais, l'irritabilité, ce qui peut être intéressant à voir aussi, c'est que des fois, c'est pas toujours bien vu d'être irritable ou d'être fâché ou de dire quand il y a des choses qui ne vont pas. Mais en fait, c'est quand même utile des fois d'avoir une certaine clarté puis de voir ce qui fonctionne plus dans notre vie. Fait que moi, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est souvent une phase qui est pas bien vue, qui est pas bien acceptée, autant chez les femmes que chez les autres qui vivent des phases lutéales des personnes autour d'eux. Tu sais, c'est comme, c'est difficile parce que là, il y a des choses qui fonctionnent plus, on a envie de faire des changements, il y a peut-être un peu plus de chiolage, mais en même temps, tu sais, dans la vie, c'est pertinent d'avoir cette introspection-là puis de se dire quand il y a des choses qui fonctionnent plus, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement la phase pour prendre des décisions
spontané parce que les émotions sont peut-être un peu plus intenses, mais c'est quand même bien de remarquer c'est quoi qui ressort à chaque mois pendant cette phase-là. Est-ce que c'est tout le temps les mêmes choses de je suis tannée du ménage, je suis tannée de mon travail sur tel aspect. Ça peut être pertinent de les prendre en note puis se dire si ça revient autant à chaque fois, c'est peut-être parce que ça fonctionne vraiment pas puis qu'il y a des choses qui doivent changer, tu sais. Fait que c'est bien des fois d'avoir une autre perspective là-dessus puis de se dire oui, c'est peut-être difficile de vivre des émotions comme ça, mais il peut y avoir une cause derrière ça, puis c'est pas nécessairement quelque chose de négatif au final. Il faut juste apprendre justement à bien le gérer pour pas que ça l'affecte le quotidien, puis pour pas qu'on ait envie de tout changer notre vie de A à Z du jour au lendemain. Tu sais, là, la différence aussi entre des gens qui ont plus des troubles dysphoriques prémenstruels versus juste des petites variations plus attendues. Mais ça peut être une force de cette phase-là qu'on pense pas nécessairement toujours pour la phase lutéale. Puis là, ce que j'ai en tête, c'est une. Tu me le diras s'il y a des études ou non sur ce sujet-là. Là. Une. Je veux juste commencer avec une analogie pour qu'on comprenne bien. Si je ne me trompe pas, c'est Jim Carrey, l'acteur, qui avait dit une dépression, c'est quand ça fait trop longtemps que tu portes un masque, donc que tu caches que tu joues un personnage dans la vie, puis qu'à un moment donné, tu deviens juste fatigué, tu tombes en dépression. T'as raison ou non, je veux juste vous montrer cet exemple-là. Une femme que, dans toutes ses phases, sauf l'urétale, la deuxième semaine, qui est plus passive et qui laisse passer plus de choses, est-ce que dans cette semaine-là, elle pourrait être beaucoup plus. Je vais utiliser le terme chialeuse, là, mais pas d'une manière péjorative, là, juste d'une manière factuelle, versus une femme que tout au long de son cycle, qu'on pourrait dire qu'elle a un caractère fort et que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, elle le dit. Mais puis quand elle arrive dans sa phase lutéale, ben, vu qu'elle s'exprime tout au long de son cycle dans sa vie, puis peut-être, pas peut-être, dans, dans son environnement social, c'est permis aussi. Donc, est-ce que c'est de quoi qui peut être perçu d'une femme qui met son pied à terre et qui vulgarise ses sentiments négatifs tout au long de son cycle pourrait avoir une moins grande variabilité dans ses phases fluétales au niveau du, entre guillemets, chiolage? J'ai pas d'études là-dessus encore là, mais ça fait beaucoup de sens dans un sens que, tu sais, si tout le long du mois, tu refoules, puis tu te dis: «C'est pas grave, je vais mettre ça de côté, je repenserai plus tard», puis tout ça, puis que là, tu arrives dans une phase que tu es plus sensible de base à cause que tu as des variations hormonales, ben c'est sûr que là, ça va plus ressortir, tu sais, parce que c'est comme si c'était enfoui puis qu'on essayait juste de refouler, ça va finir par ressortir éventuellement, puis ça peut ressortir plus fort justement quand t'arrives pas à l'exprimer plus au quotidien. Fait que je trouve que oui, ça fait beaucoup de sens quand même comme raisonnement, mais je pourrais pas backer scientifiquement que c'est ça qui se passe dans tous les cas, mais je trouve que c'est un beau lien quand même. OK. Puis là, tu as parlé folliculaire, lutéale. Ben, t'as-tu fini lutéale? Ouais, c'est ça, lutéal. Fait que si on résume, Lutéale. menstruelle, c'est la première, les Ouais. menstruations, l'hiver. Après ça, folliculaire, c'est le printemps. C'est là que ça recommence Les à feuilles, ils monter poussent. un peu. Les feuilles poussent, les fleurs, ils fleurissent. Puis l'ovulation, c'est le pic, l'été. C'est là que l'ovule est release, puis qu'on est à Un notre ovule, pic. c'est rond, c'est un soleil. Gros C'est soleil. ça, exact. Puis après ça, c'est la phase lutéale, l'automne. Fait que c'est les 4 phases en général. En général, tout le temps, en fait, c'est tout le temps ça, les 4 Puis phases. comme tu l'as mentionné tantôt, rapidement, théoriquement, c'est 28 jours. Ouais. Mais est-ce que c'est. Puis là, l'UTL, tu as dit que c'était comme plus 2 semaines, mais là, si j'ai 4 phases, c'est pas une semaine, une semaine, une semaine. Là. Non, c'est ça. C'est que en fait, l'ovulation, ça arrive autour du jour 14 si tu as un cycle de 28 jours. Il y a des femmes qui ont un cycle plus long, fait que leur phase folliculaire va être plus longue. Euh,
Normalement, la phase lutéale, c'est pas mal tout le temps 2 semaines, sauf dans des cas, justement, qu'on commence à avoir des changements hormonaux ou qu'il y a une insuffisance en progestérone, ben là, ça se peut que la phase soit plus courte, la phase lutéale, puis que les menstruations arrivent plus tôt. Fait que, tu sais, c'est 28 jours, c'est vraiment juste théorique pour expliquer au niveau de la biologie, puis faire des tendances, puis tout ça, mais en réalité, c'est pas toutes les femmes du tout qui ont 28 jours de cycle, tu sais, ça peut être 26, ça peut être 32, ça dépend vraiment de chaque personne. Il y en a aussi qui ont des cycles irréguliers, que c'est impossible pour eux de savoir à chaque mois ça va être long comment. Fait que c'est vraiment différent pour chaque personne. Puis ce qui pourrait être plus anormal, c'est si quelqu'un avait un cycle régulier pendant toute sa vie, puis là, du jour au lendemain, ça devient super irrégulier, c'est plus stable, bien là, ça pourrait valoir la peine d'aller plus investiguer à ce niveau-là. Là. OK. Puis, pendant qu'on est dans le sujet, tu as parlé des douleurs en hiver. Bon, ça a fonctionné, je vais m'en rappeler. Yes, tant mieux. Puis, tu sais, je vais être transparent avec tout le monde. Quand j'ai envoyé le document des questions à Jeanne avant l'entrevue, j'ai dit si tu as quelque chose pour imager, parce que je suis quelqu'un de très visuel, j'ai appris. On a appris en secondaire 3. Après ça, j'ai eu des blondes qui viennent essayer de me l'expliquer, mais comme ça rentrait pas. Je lis des sites web, ça rentre pas. Mais comme été, automne, au hiver, printemps, été, automne, là, c'est rentré. C'est super basique, ça l'image bien. Au niveau de la phase, j'allais dire ovule, la phase des menstruations. OK, Non. ouais. La phase des menstruations, l'hiver, où c'est que les douleurs sont plus présentes. Comment qu'on peut savoir qu'une douleur devient anormale? De base, une douleur menstruelle, c'est pas supposé interférer avec le fonctionnement dans la vie de tous les jours. Fait que, tu sais, si on doit manquer du travail, de l'école, peu importe, à cause des douleurs menstruelles, là, ça pourrait être un signe que c'est pas super normal. Même chose si les médicaments en vente libre, tu sais, Advil, Tylenol, ça suffit pas pour soulager, ça peut mériter une investigation, là. C'est pas supposé t'empêcher de fonctionner dans ton quotidien. Puis est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent aider à diminuer la douleur? Puis là, je parle à un chum ou ben, un chum, un père qui a une fille qui commence à avoir ses menstruations, ben, tu peux essayer ça ou ça. Là. Ouais, fait que de base, c'est sûr que les anti-inflammatoires, ça vient couper la douleur dans la majorité des cas, à moins que ça soit justement d'autres choses à investiguer. Mais sinon, c'est sûr que sans médicaments, il y a aussi des choses possibles. La chaleur, fait qu'autant les bains que les bouillottes, ça peut vraiment aider. Les habitudes de vie dans la phase de SPM, ça peut avoir un impact aussi. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on a comme rythme de vie quand on est très stressé, qu'on mange beaucoup de fast-food ou d'aliments irritants, du café, de l'alcool en phase SPM avant les menstruations, les quelques jours avant, ça peut vraiment avoir un impact sur comment on vit les douleurs menstruelles après. Même chose pendant la phase menstruelle, si tu es quelqu'un qui a beaucoup de douleurs, ça peut valoir la peine de diminuer ces aliments-là, de revoir ton rythme de vie aussi. Est-ce que tu es tout le temps sur la go? Est-ce que tu as beaucoup de stresseurs? Ça ressemble à quoi? C'est tellement quelque chose d'holistique, je trouve, la santé hormonale. Puis c'est pour ça que ça me passionne autant. C'est vraiment pour regarder le mode de vie de la personne, à quoi ça ressemble, ta routine, qu'est-ce que tu as comme habitude tout au long de ton cycle. Puis après ça, on peut aller voir des petites choses qui peuvent être optimisées pour diminuer les douleurs ou juste pour avoir un cycle qui est plus facile à vivre. Mais encore là, il y en a pour qui justement dans les cas d'endométriose, des kystes aux ovaires, vraiment des conditions médicales, le mode de vie, des fois, c'est pas toujours suffisant, puis il faut aller consulter pour voir s'il y a d'autres choses plus au niveau médical qui pourraient aider avec ça. Là. OK. Puis la contraception orale et les stérilés, est-ce que ça l'aide vraiment à diminuer les douleurs? Oui, ça peut. Par contre, ça dépend de la cause encore là. Fait que, dans des cas justement d'endométriose sévère, des patientes qui ont des gros saignements abondants à chaque mois, puis que c'est difficile à contrôler, puis que le mode de vie, puis les anti-inflammatoires, ça fonctionne pas, puis que ça l'interfère vraiment avec le fonctionnement. Oui, la contraception, ça peut être une solution. Mais moi, je suis plus d'avis qu'il y a des choses à essayer avant d'aller vers ça s'il n'y a pas d'indication de commencer de la contraception autre que les douleurs, puis que c'est pas des douleurs qui affectent vraiment le fonctionnement, c'est pas quelque chose qui
qui est trop intense. Il y a d'autres choses à faire avant de se rendre là, mais oui, ça peut être une bonne méthode quand même dans certaines situations là, quand c'est vraiment intense là, ou que ça dérange la femme. Il y en a aussi qui aiment juste pas ça, avoir des menstruations, qui aiment pas ça, avoir des douleurs, puis qui préfèrent juste prendre la contraception qui va venir comme un peu mettre le cycle sur le flat. Tu sais. Il y a plusieurs méthodes qui peuvent diminuer beaucoup les menstruations, diminuer presque complètement dans certains cas, fait que ça peut être une bonne option pour elle aussi. OK. Mais Puis, ouais, vas-y. le stérilet de cuivre, par contre, c'est pas recommandé pour les personnes qui ont des grosses douleurs menstruelles. Fait que les stérilets hormonaux, ça peut aider, mais les stérilets de cuivre, ça peut augmenter les douleurs menstruelles. Fait que pour des gens que c'est ça l'indication qu'ils veulent aller rechercher, c'est pas une bonne idée. Je pense qu'on peut faire un épisode complet sur la contraception, là. Fait que c'est pas l'objectif aujourd'hui, mais peux-tu m'expliquer comment ça fonctionne un stérilet de cuivre? Le stérilet de cuivre, c'est vraiment comme une réaction au niveau de l'utérus qui le rend pas propice à une grossesse. Tu sais, ça va comme un peu créer de l'inflammation, puis tout ça. Puis c'est ça qui va faire en sorte que c'est pas un milieu qui est propice. Le cuivre va empêcher justement la fécondation là, par sa composition, dans le fond. Fait que même s'il n'y a pas d'hormones, ça vient comme modifier un peu le climat de l'utérus qui fait qu'il est moins propice à recevoir une grossesse. OK, je vais essayer de vulgariser. Est-ce que il y a quand même une ovule dans le cycle qui va. Est-ce qu'il va avoir la phase d'ovulation avec un stérilet de Dans cuivre? le stérilet de cuivre, oui. Oui, c'est ça. Ça va être juste la fécondation. Après ça, il y a certaines méthodes de contraception qui vont empêcher l'ovulation, d'autres que non. Fait qu'encore là, il y a tellement de possibilités que ça serait vraiment aller dans des détails très spécifiques, là, mais c'est ça. Ça dépend de la méthode de contraception. OK, parce que la première fois que j'ai entendu ça, un stérilet de cuivre, j'étais comme pourquoi de cuivre? Mhm. Puis comment ça fonctionne? Parce que, tu sais, hormonal, on peut comprendre, OK, c'est ben, biochimique et Mhm. là, ouais, ça vient toucher ça, OK, c'est simple, mais OK, là, stérilet de cuivre, c'est que ça empêche. Ça crée une inflammation qui empêche pas C'est une ça. Tu sais, fécondation, mais encore là, ouais, c'est ça, c'est vraiment la fécondation qui arrivera pas, là. C'est que ça peut pas s'implanter OK. dans l'utérus. Puis encore là, tu sais, l'inflammation, c'est un peu vague comme terme, là. C'est comme, faut pas non plus s'alarmer de dire, ah, de l'inflammation, c'est dangereux pour la santé, puis tout ça, tu sais, ça a quand même été approuvé par Santé Canada, là. Mais c'est ça, c'est juste que ça crée un milieu qui est pas propice pour ça. C'est quand même pas un remède de grand-mère, là. Non, 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 c'est ça, tu sais, c'est prouvé. L'efficacité est quand même moins élevée qu'un stérilet hormonal, mais c'est quand même une méthode qui est utilisée, là. Au niveau de l'activité physique, on en a abordé rapidement tantôt, puis aussi on peut parler, on peut faire les liens aussi avec les activités de tous les jours, les activités sociales. Ouais. Comment qu'une femme peut s'adapter au courant de son cycle face à l'entraînement, puis à ses activités physiques et à ses activités sociales? Ça, c'est vraiment une grosse trend présentement de tout adapter à son cycle menstruel, là, le cycle syncing. Je pense qu'il y a du bon là-dedans parce qu'on sensibilise à adapter notre routine selon les niveaux d'énergie, puis tout ça. Mais moi, je suis plus d'avis que pour la majorité des gens, on devrait plutôt focuser sur la base, qui est les habitudes de vie, tu sais, sommeil, alimentation, activité physique, gestion du stress de base. C'est comme une routine qui est maintenable, qui est adaptée à qu'est-ce que tu peux faire pour que ça soit là sur le long terme, puis que tu perdes pas ta motivation, puis tout ça, plutôt que de vraiment vouloir aller chercher l'optimisation maximale par le cycle. Tu sais, parce que là, c'est ça, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, tout le monde pense qu'on doit tout adapter au cycle menstruel, mais en fait, c'est ça, quand on voit la réalité, c'est que la majorité des gens, tu sais, auraient plus de bénéfices par juste se concentrer sur la base plutôt que de stresser à propos de des petits détails métaboliques. T'sais, fait que pour, mettons, des athlètes olympiques, il y a des études qui sortent qui proposent certains changements dans l'alimentation ou dans l'activité physique. Mais après ça, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas nécessairement recommandé de vouloir commencer par ça pour optimiser sa santé. Tu sais, c'est comme ça, c'est quelque chose que j'aime faire comme nuance, même si moi, je suis all-in pour comprendre son corps, son cycle, puis de vraiment bien savoir qu'est-ce qui se passe dans son corps. Je pense qu'on devrait tout commencer par les habitudes de base.
Puis après ça, pour les gens qui ont déjà une bonne routine, qui ont déjà des habitudes de vie qui sont stables puis qui se sentent bien avec ça pourrait être d'observer en premier. Fait qu'en premier, on observe son cycle. Puis moi, ce que j'aime utiliser, c'est se faire une espèce de petite échelle de l'effort perçu pendant l'entraînement, puis de aussi ton niveau d'énergie cette journée-là. Fait qu'avant ton entraînement, tu peux noter, mettons, sur une échelle de 1 à 5, 1 étant vraiment pas d'énergie, puis 5, je suis top shape. Tu te situes où? Puis là, après ça, tu peux faire ton entraînement comme prévu, puis tu vois, est-ce que ça m'a drainé complètement, j'ai plus d'énergie, ou au contraire, ça m'a donné de l'énergie, ce cycle-là. Fait que, tu sais, les premiers cycles, je dirais à peu près 3 cycles, juste d'observer ça, de voir c'est quoi l'impact au courant du mois. Est-ce qu'il y a des périodes que tu n'as vraiment pas d'énergie puis que tes workouts te drainent? Est-ce qu'il y a des périodes que justement tu te sentais fatigué mais que ça t'a aidé d'aller t'entraîner? Fait que de juste voir un espèce de pattern là-dedans pour voir s'il y a des récurrences. Puis tout ça, c'est vraiment pertinent pour mieux comprendre, toi, ton cycle, qu'est-ce que tu as besoin par rapport à l'entraînement, par rapport dans ces périodes-là. Puis après ça, une fois que tu comprends, tu peux venir ajuster aussi. Fait que des journées que tu le sais que c'est plus difficile, puis que tu te sens fatigué, tu sens que tu n'as pas l'énergie, ben là, tu peux adapter. T'sais, si ça veut dire que cette journée-là, à la place d'aller courir, tu vas aller prendre une marche ou tu vas aller faire une marche puis du yoga ou tu vas aller au gym, mais tu vas diminuer ton intensité. C'est possible d'adapter, mais je pense qu'on a besoin d'une période d'observation avant pour bien comprendre c'est quoi nos patterns. Puis après ça aussi, au jour le jour, de voir c'est quoi l'énergie que j'ai, est-ce que je peux adapter mon entraînement selon ça, t'sais. Parce qu'il y a beaucoup de messages qui circulent de comme quoi pendant les menstruations, tu devrais pas du tout faire de sport ou que tu devrais vraiment juste te reposer pendant toute la semaine. Mais tu sais, quand on y pense, c'est que la phase lutéale de SPM plus les menstruations, c'est quasiment la moitié du mois. Fait que ça serait de dire aux gens d'arrêter, tu sais, de faire toutes leurs affaires ou de vraiment tout diminuer pendant la moitié du mois, ce qui est pas nécessairement réalistes par rapport à leur énergie réelle. Tu sais, ça se peut qu'il y ait de l'énergie quand même, puis ça se peut que leur première journée de leur menstruation, il y ait vraiment des grosses crampes puis que ça leur tente pas. Fait que c'est plutôt ça, je te dirais, d'observer, d'adapter selon ton niveau d'énergie, puis de te faire confiance dans qu'est-ce que ton corps a besoin, j'ai l'impression. On retourne à l'épisode rapidement, mais juste avant, je voulais vous parler d'Innovaclim. Être en santé, c'est aussi être confortable chez soi. Avec l'été qui s'en vient, la chaleur aussi, donnez-vous le droit d'être confortable chez vous. François, le propriétaire d'Innovaclim, est un passionné de sport et un très bon ami. Étant donné qu'on a une mission similaire, il veut gâter les auditeurs et les auditrices du podcast Santé Sport. Il vous offre la soumission gratuite dans un rayon d'1 heure de la ville de Québec et il vous offre aussi le prix famille et amis. Ils sont gentils de même. Pour obtenir le cadeau, c'est vraiment simple. Vous avez juste à m'écrire que vous êtes intéressé par le prix famille et amis d'Innovaclim avec vos informations de contact sur la page Instagram du podcast Santé Sport ou par courriel à podcastsantésport@gmail.com avec comme sujet Innovaclim. Un membre de l'équipe d'Innovaclim va vous répondre rapidement. De retour à l'épisode. Il y a une étude qui est sortie, que j'ai vue il y a une semaine, là, je ne sais pas si elle est sortie au début de l'année, si je ne me trompe pas. Puis je l'avais envoyée à deux de mes amis, eux. Puis l'étude avait, je ne me rappelle plus de l'échantillonnage, là, mais c'était, dans mes souvenirs, très minime sur des femmes en haltérophilie puis en powerlifting. L'étude avait sorti que le cycle menstruel n'a pas d'impact sur la puissance. Donc, peu importe le long de leur cycle, les femmes en haltérophilie étaient capables, puis on parle d'athlètes professionnels élites, là, étaient capables de soulever la même charge. Il n'y avait pas, en phase lutéale ou de menstruation, ils ne sont jamais capables de toucher leur record personnel. Puis, tu sais, quand je l'ai envoyé, puis une de mes amies a dit ouais, mais c'est parce que ça se peut que tu aies quand même moins d'énergie puis des crampes puis que ça soit moins de fun à lever. Je suis comme C'est ça. oui, ça se peut, mais vous n'êtes pas moins forte dans cette phase-là. Vous avez encore vos muscles. Ça se peut que vous soyez moins rapide, moins explosif, mais vous avez encore vos muscles. On Ils ne devient disparaissent pas toujours dans le alité pendant une semaine. Tu sais, c'est comme pour certaines, oui, dans le sens, il y en a qui vont avoir tellement des grosses douleurs que ça sera juste pas possible de faire leur sport, mais dans un sens, si tu sens que tu as la capacité d'y aller, puis tout ça, tu
Tu sais, empêche-toi pas juste parce que tu t'es fait dire sur TikTok ou sur Instagram que tu devrais te reposer pendant ta phase menstruelle. Tu sais, fait que je trouve que c'est bien de savoir que c'est ça. Tu peux te permettre d'adapter, mais t'es pas obligé dans toutes les semaines, tous les mois de réduire considérablement si tu n'en ressens pas le besoin non plus. Tu sais. Tu sais, quand on est athlète ou sportif, là, sportif, même pas obligé d'être athlète, là, euh, vous vous entraînez, vous courez, vous faites du vélo, puis une journée, vous vous levez, puis vous êtes fatigué. Là. Que vous soyez un homme ou une femme de base, puis même si vous êtes une femme dans votre été, là, qui est l'ovulation, ça commence à rentrer. Euh, tu sais, si vous vous sentez faible cette journée-là, ce qu'on dit souvent aux sportifs, ben, faites attention, allez C'est marcher ça. au lieu de courir, réduisez votre distance, qu'il y ait un cycle menstruel ou non. Fait que d'un point de vue vraiment activité physique, d'écouter son corps à longueur de mois, C'est tout au long ça. de l'année, c'est bénéfique, même si vous êtes un homme. Là. Ce qui est par contre important à mentionner, c'est qu'il y a quand même des études qui sont sorties pour dire qu'en phase, dans les SPM ou justement dans la phase menstruelle, la tolérance au stress peut être un petit peu plus difficile. Fait que OK. justement, tu sais, s'assurer d'avoir un bon sommeil pendant cette période-là, s'assurer de manger assez, puis d'avoir de la bonne récupération entre les trainings aussi. C'est pas le temps nécessairement si tu te sens justement pas top d'aller pousser puis d'essayer d'augmenter tes distances ou d'augmenter ta performance. Fait que c'est d'écouter son corps et de se rappeler que le sommeil et la récupération et la nutrition, c'est super important tout le temps, mais encore plus dans ces périodes-là. Puis juste de base, il y a beaucoup de personnes dans le milieu sportif aussi qui mangent pas assez. Euh, Puis ça peut être aussi plus difficile pendant la phase de SPM, puis ça peut avoir un impact sur ta phase menstruelle si tu manges pas assez dans cette période-là, parce que ton corps a besoin des nutriments aussi encore plus. Fait que ça, c'est juste super important de focusser là-dessus, puis de pas se sentir coupable si tu pousses pas autant que tu voudrais. Fais juste t'adapter à ce que ton corps a besoin pour cette période-là. Puis pour les activités sociales, on a parlé beaucoup des activités physiques, activités sociales. Est-ce Ouais. que, tu sais, je veux pas être controversé, mais je pense que si tu fais le pas, tu as le droit de rester chez vous. Ah oui, puis ça, c'est pas scientifique, là. C'est vraiment comme, tu sais, si tu te sens pas bien, que tu sois en phase menstruelle ou en ovulation, tu sais, c'est comme, t'as le droit de dire non. On a souvent de la pression de se dire, ah, ben là, ils vont être fâchés si je refuse d'aller à tel souper ou quoi que ce soit. Mais tu sais, je pense que d'apprendre à dire non dans des situations que tu veux pas, puis que tu n'as pas l'énergie ou que tu te sens pas bien, ça peut aussi inspirer tes amis après ça ou ta famille ou quoi que ce soit à dire comme ah ben c'est vrai que je suis pas obligée tout le temps d'y aller même si je me sens pas bien, tu sais c'est comme de s'écouter, c'est super important. Oui, des fois, on veut quand même garder des relations saines, fait qu'il faut qu'on en prenne soin. Fait que, si tu refuses à chaque fois, ça n'aura peut-être pas le même effet, mais si ça arrive justement une fois de temps en temps, quand c'est vraiment, ça file pas, tu n'as pas l'énergie, ben, je pense que des bons amis, des personnes qui sont proches de toi puis qui sont vraiment des relations saines, ils vont comprendre ça aussi. Là. On va commencer à clore un peu sur le sujet du cycle menstruel. Fait que quand même, c'est quasiment 40 minutes qu'on en parle. Pour vrai, je suis vraiment content. Euh, Est-ce que, selon toi, c'est quoi le plus grand mythe qu'il y a sur le cycle menstruel? Je dirais que c'est une faiblesse d'avoir un cycle menstruel. C'est pas vrai, mais c'est quelque chose qui est beaucoup véhiculé. Tu sais, que justement, là, que quand tu es dans ta semaine, tu peux rien faire ou que c'est négatif parce que là, tu vas être fâché, tu vas être irritable. Fait que c'est négatif d'avoir des variations. Mais je trouve qu'au contraire, c'est une force parce que ça te permet, puis c'est une occasion d'aller faire un peu d'introspection par rapport à toi-même, puis de savoir te reposer quand ton corps en a besoin. Fait que, tu sais, on est tellement dans une société de performance qui s'attend à ce qu'on pousse tout le temps, qu'on soit tout le temps au top, qu'on soit toujours pareil à tous les jours. Ben justement, le cycle menstruel, ça peut être une belle occasion de savoir reconnaître les besoins de son corps, ralentir quand on en a besoin, aller chercher des forces à être plus introspectif, réfléchir à qu'est-ce qui se passe, remettre en question, puis après ça, pour aller mieux profiter des zones où on a plus d'énergie, puis plus de motivation, puis qu'on est plus performant. T'sais. Fait que je trouve que c'est une belle force, au contraire, d'avoir
des variations internes comme ça, puis d'être cyclique. Puis quand on va le chercher, ça peut vraiment être positif. Fait que c'est pas une faiblesse. Et s'il y avait un élément sur le cycle menstruel qu'en tant que professionnel, tu aimerais que les femmes apprennent plus tôt, ça serait quoi? Je pense que ça serait de base le rôle des hormones dans leur corps. Fait que, tu sais, qu'est-ce que ça a comme effet dans leur corps, quel genre de symptômes ils peuvent recevoir, ils peuvent vivre par rapport à ça. Mais aussi, comme je disais tantôt, par rapport aux transitions de vie. Fait que, tu sais, la puberté, le postpartum, la ménopause, quand on sait qu'il peut y avoir des changements par rapport à notre cycle dans ces périodes-là, de connaître qu'est-ce qu'on peut faire pour aider qu'est-ce qu'on doit s'attendre. Je pense que ça permet de mieux se préparer puis de moins être démuni quand ça arrive. Fait que vraiment d'apprendre en amont que c'est quoi le cycle menstruel puis c'est quoi les changements qu'il peut avoir dans le cycle parce que ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette partie-là. Moi, c'était une chose que je dis souvent quand on a des discussions avec mes amis. Je sais que moi, ça n'a pas été mon cas, mais je sais qu'il y a des écoles primaires, secondaires, que quand ils font des cours à la sexualité, moi, je pense que j'allais eu en 6e année du primaire, si je me rappelle bien, ils séparent les gars des filles. Puis Mm-hmm. selon moi, ça, c'est une erreur. C'est une très grosse erreur parce que ça touche. T'as une mère, t'as une mère, t'as un père. Mm-hmm. De base. 99,999% du monde. Fait que si vous voulez comprendre votre père, si vous voulez comprendre votre mère, que vous soyez une petite fille ou un petit gars, ben, comprendre cette vision-là de l'autre, l'autre, je veux pas dire système reproducteur de l'autre sexe, ben, comme c'est essentiel d'avoir le cours, là. Mm-hmm. Oui, puis ça, je pense que c'est de moins en moins. C'était plus des vieilles pratiques, mais maintenant, OK. je crois qu'il y a un nouveau programme là, d'éducation aux cultures. Puis je sais pas c'est quoi le nom exact, mais ça inclut OK. des heures obligatoires d'éducation à la sexualité dans les écoles primaires et secondaires. Fait que maintenant, c'est comme un nouveau programme, puis ça inclut vraiment, je pense, toute la classe reste vraiment ensemble, puis ils ont les mêmes sujets, puis tout ça. Fait que ça, c'est quand même positif parce que oui, avant, c'était quelque chose qui se faisait mais qu'il n'y a pas de raison d'être là. Non. C'est plus recommandé, en effet. Puis là, tu as parlé un peu de la ménopause. Mm-hmm. Ça arrive quand dans la vie d'une femme à peu près? L'âge moyen de la ménopause, fait que l'arrêt des menstruations pendant 12 mois, c'est 51 ans. Mais après ça, ce qu'il faut savoir, c'est que la ménopause, c'est pas juste ça, l'arrêt des menstruations. Il y a aussi une période qu'on appelle la périménopause, qui est pas encore super connue, puis même reconnue par des professionnels de la santé. C'est tous les changements hormonaux qui vont se produire avant la ménopause. Fait que pour certaines femmes, ça peut être jusqu'à 10 ans avant d'avoir la ménopause, fait que l'arrêt des menstruations qui vont avoir des changements hormonaux. Il y en a plusieurs que ça va être plus 4-5 ans, mais c'est ça, ça peut aller jusqu'à 10 ans avant l'arrêt des menstruations. Puis, justement, vu qu'il y a des femmes qui ont une ménopause vraiment plus tôt, ben, ça peut arriver qu'on ait des changements dès la fin trentaine. Fait que c'est pas impossible, tu sais, comme à 35 ans, de commencer à avoir des changements hormonaux. Puis ça, c'est quelque chose qui est difficile à reconnaître parce qu'on se fait dire, ben, t'as encore tes menstruations, t'as pas de bouffée de chaleur, ben non, c'est correct, tu sais, t'es pas encore rendu là. Puis c'est pas de la faute non plus des médecins, tu sais, dans le sens, c'est juste pas tous les professionnels de la santé qui sont formés sur le sujet encore, malheureusement. Mais c'est ça qui arrive. Puis il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent un peu sans solution avec ces symptômes-là ou même qui ne savent pas que c'est lié à des changements hormonaux de périménopause. Là. OK, parce que tu peux avoir des changements hormonaux sans nécessairement avoir des gros symptômes dès le début. Oui, ça commence souvent avec des petits symptômes. Fait que, tu sais, quand on pense à la ménopause, on pense plus souvent aux bouffées de chaleur, tu sais, justement, avoir de moins en moins de menstruation, puis tout ça. Mais en fait, les premiers symptômes, c'est souvent associé plus à la baisse de progestérone en périménopause. Puis ça se caractérise par des changements au niveau du sommeil, des SPM plus intenses, justement, au niveau de l'humeur, plus d'anxiété. Il y en a qui vont avoir des menstruations plus abondantes,
Mais il y en a que ça va rester super régulier, tu sais, fait que c'est ça qui peut être difficile à aller vraiment diagnostiquer dans ce cas-là. Il y en a que ça va changer un peu à des cycles plus courts, des cycles plus longs, mais comme je te dis, ça varie tellement. Fait qu'il y a plusieurs symptômes possibles, mais c'est souvent pas les symptômes de bouffée de chaleur qui arrivent en premier, là. C'est plus tard quand c'est l'estrogène qui commence à avoir plus de variations, là. Puis ce changement hormonal-là, au fil, ben, dans ton quotidien, ça peut ressembler à comment ça peut s'extérioriser. Oui, baisse de sommeil, tu dis que ça impacte le sommeil, ça diminue le nombre d'heures de sommeil, ça augmente l'insomnie, ça ressemble à quoi? Par rapport au sommeil, c'est soit des réveils pendant la nuit, soit des difficultés d'endormissement de base. Fait que ça, c'est possible dans les 2 cas. Juste avoir moins une bonne qualité de sommeil, de sentir qu'on dort plus léger, qu'on se fait réveiller plus facilement. Ça peut être des premiers signes là, au niveau de la progestérone. C'est sûr qu'il y a plein de choses aussi qui causent ces symptômes-là. Fait que c'est important d'avoir vraiment un bilan de santé complet pour voir est-ce qu'il y a la thyroïde, est-ce qu'il y a des stresseurs externes, est-ce qu'il y a d'autres choses, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent causer ça. Mais les changements hormonaux sont souvent pas assez considérés pour ce genre de symptômes-là, alors que c'est un portrait clinique vraiment fréquent, en fait, là. Puis, s'il y a une femme fin trentaine, début quarantaine, commence à avoir des symptômes, est-ce que l'alimentation peut aider? Oui, 100%. Ça aussi, c'est Ah oui? quelque chose qu'on Oui. parle pas assez, mais les habitudes de vie ont un énorme impact sur la santé hormonale. Fait que, encore là, déjà là, dès le cycle menstruel, comme je disais tantôt, c'est important, les habitudes de vie pour avoir des symptômes moins importants. C'est important pour une bonne régularité des hormones. Puis tout ça, mais encore plus quand on commence à avoir des changements hormonaux, le corps devient plus fragile à ça. Il y a des changements au niveau du métabolisme, puis tout ça, qui peut rendre plus à risque de développer des maladies chroniques. Puis de base, c'est tout ce qui est alimentation, encore là, gestion du stress, l'activité physique, ça peut avoir un effet vraiment bien ou mal, encore là, dépendamment de c'est quoi les habitudes par rapport aux symptômes. Mais aussi, il y a des femmes qui ont des habitudes de vie 100% super bonnes puis qui ont quand même des symptômes très difficiles de ménopause. Là. Je tiens à le dire qu'il ne faut pas non plus mettre de la culpabilité sur celles qui ont vraiment une transition difficile. Mais en général, on peut aussi travailler par le mode de vie. Puis nous, moi, c'est ça l'approche aussi que j'ai avec mes patientes, là, c'est qu'on travaille, oui, au niveau médical, si on a besoin d'aller donner des traitements d'hormonothérapie, des choses comme ça, c'est très bien, mais en association avec le mode de vie, c'est vraiment là qu'on a les meilleurs résultats. Ça serait quoi certaines recommandations? De base, il y a beaucoup de femmes qui mangent pas assez. Fait que ce qu'on peut voir souvent quand on commence à avoir des changements métaboliques, c'est qu'il peut y avoir une prise de poids, même s'il y a pas de changement dans les habitudes de vie. Fait qu'encore là, ça peut être lié juste au métabolisme qui change avec les changements hormonaux. Puis ça peut être très difficile de comprendre pourquoi. Puis là, le réflexe numéro un, c'est de se dire, je vais essayer de manger moins. C'est ça que j'entends souvent. Puis ça n'agit pas dans le bien-être de notre santé quand on fait ça, surtout pas en périménopause parce que on peut manquer de protéines, on est beaucoup plus à risque de perdre la masse musculaire et de la masse de densité osseuse quand on est plus avancé dans la ménopause, qu'on manque d'estrogène, mais même à ça, c'est le plus tôt qu'on peut commencer à manger assez de protéines, d'avoir des bonnes sources de calcium dans son alimentation. C'est super bien. Fait que c'est vraiment ça qu'on recommande, augmenter les protéines, s'assurer qu'on mange assez, 3 repas par jour à des heures régulières. C'est possible aussi pour que le corps ait une certaine prédictibilité. Je sais pas, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Prévisible. Ouais, ouais. Prévisible, pour que ça soit prévisible. Manger aussi assez de fibres, puis essayer de diminuer le plus possible l'alcool, les aliments super transformés, puis tout ça, c'est vraiment des recommandations de base, mais qui ont un gros impact avec l'alimentation, puis sur le métabolisme, puis tout ça. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on recommande pour les femmes en périménopause, là. Puis au niveau de l'activité physique, c'est de bouger. Oui, mais encore là, ce que les femmes ont pas tendance à faire, malheureusement aussi, c'est de l'entraînement musculaire. Fait que d'augmenter sa masse musculaire, fait que ce soit par l'entraînement avec résistance, sûrement le plus fréquemment qu'on recommande, là, avec des poids, ça l'aide beaucoup à prévenir
là encore là, les maladies chroniques, mais aussi la perte de densité osseuse. Fait que ça, c'est quelque chose de super important qu'on recommande à toutes nos patientes, quasiment l'entraînement musculaire. Fait que oui, c'est super bon de faire du cardio, on veut continuer à entretenir la santé cardiovasculaire, mais ajouter un entraînement musculaire, si c'est pas déjà dans les habitudes de vie, c'est quelque chose de super pertinent là, qui peut vraiment protéger au niveau de la santé et de la composition corporelle. Parce qu'encore là, avec la ménopause, comme je disais, il peut avoir une prise de poids. Puis c'est pas nécessairement en faisant juste du cardio que ça va réussir à avoir un impact sur la composition corporelle parce que les muscles peuvent aussi diminuer en taille, ce qui est pas bon pour la santé de base. Fait que vraiment d'entretenir une masse musculaire puis de viser la composition corporelle plutôt que un certain poids ou un IMC, c'est quelque chose de vraiment plus sain sur la santé puis qui est plus dans la prévention encore là au niveau des maladies puis du bien-être en général. La prise de poids, est-ce qu'elle est due suite à une diminution du métabolisme de base? Il peut y avoir plein de changements dans le métabolisme du glucose. Ils peuvent être plus à risque de développer des prédiabètes, des choses comme ça. Puis il y a plus de graisse qui s'accumule au niveau abdominal. Fait que c'est pour ça que d'augmenter la masse musculaire, ça va réaugmenter aussi le métabolisme en général. Puis ça peut aider au niveau de la composition corporelle globale. OK. Puis, il- moi, il y a un podcast que j'ai écouté. Le podcast de Max Lugavere, qui est The Genius Podcast. Son livre, c'est The Genius Life. Puis, il avait rencontré une OB-GYN. Je sais jamais c'est quoi en français, mais Une gynécologue, gynécologue, merci. obstétricienne, ouais. Obstétricienne. Et elle était spécialisée au niveau de la ménopause chez les femmes. Puis elle dit, ben, dans notre cursus, on n'apprend pas c'est quoi la ménopause. Moi, en tant que femme, je pensais que c'était pas si grave, mais quand je l'ai vécu, c'est là que je me suis vraiment intéressé à la ménopause Mhm, et à la recherche aussi que là-dessus. Il y a quand même beaucoup de recherches à propos de la créatine au mhm. niveau de la ménopause. Est-ce que toi, tu t'y connais un peu? Est-ce que tu connais la base là-dessus? C'est quelque chose qu'on peut recommander, dans nos suivis, tout dépendant encore là du portrait général, là. Faut s'assurer qu'il y a pas de contre-indication au niveau de la santé rénale puis tout ça. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait des études qui sortaient au niveau de la santé cognitive, que ça pouvait avoir un impact, pour les fluctuations hormonales puis tout ça, puis surtout pour la masse musculaire. Fait que c'est quelque chose qu'on entend souvent là dans le monde, de la ménopause puis de la périménopause pour les femmes. C'est pas quelque chose qui est habituel parce qu'avant, c'était plus vraiment pour les personnes qui allaient au gym puis qui voulaient devenir massifs. Mais tu sais, finalement, l'effet, on remarque qu'il y a d'autres effets aussi qui sortent de plus en plus. Puis c'est un des suppléments qui est le plus étudié aussi en général. Fait que ça peut être bien dans certains cas. Ouais. Je vais le mettre en description, le lien vers l'épisode. L'épisode est en anglais, là. Malheureusement, si vous ne parlez pas anglais, ça va être un peu difficile, mais je vais essayer de synthétiser son information. Les femmes, la créatine, dites-vous que intracellulaire, donc dans la cellule, ça peut être de l'énergie. Puis là, je le simplifie grandement à la fin de la discussion. Puis les hommes ont une plus grande capacité d'emmagasiner cette créatine-là. Donc, chez la femme, elle est moindre. C'est à ce moment-là que d'avoir un petit peu plus de créatine, un supplément de créatine, une dose supplémentaire, va permettre à régénérer un petit peu. Si on a une moins grande force d'absorption de la créatine pendant la ménopause, mais y donner plus de jus. Si tu capes 10% de ce que tu donnes, ben, si par exemple, tu as une dose de 100 grammes dans ta journée avec ton steak, ton poulet et tout, tu absorbes juste 10%, tu absorbes seulement 10 grammes. Mais si tu viens supplémenter d'un autre 10 grammes, par exemple, de créatine, ben, tu vas gagner un autre gramme supplémentaire de créatine. Puis c'est là qu'elle disait qu'au niveau de la ménopause, les femmes ont une moins bonne capacité, puis un moins bon garage, là, storage, qu'elle disait, Mhm. entreposage de la créatine. Donc, en amenant une supplémentation comme ça pouvait aider à avoir, entre autres, plus d'énergie. Ça a l'air que la baisse d'énergie est aussi un symptôme de la ménopause. Mhm. Donc, avoir
Puis la créatine est une source un peu d'énergie qui pourrait venir aider. Puis comme cognitive, c'est rendu fou les recherches, ces commotions cérébrales qu'il y a Mmh. avec la créatine. Puis la créatine au niveau du Parkinson. Ça, c'est fou. Si vous voulez voir de quoi de débile, allez chercher des études là-dessus. Il Mmh. y en a une qui est sortie à la fin de l'année passée, si je ne me trompe pas. Diminution, stagnation des, du shaking, des tremblements. Ouais. Donc, si vous prenez de la créatine pendant que vous avez le Parkinson, la vitesse de dégradation est moins rapide. Fait que t'es comme, Mmh. quoi? Ça devient vraiment intéressant comme supplément. Mmh. Moi, c'est ça. Moi, je pourrais pas me prononcer, vu que j'ai pas les études devant moi, mais j'entends aussi qu'il y a de plus en plus d'études qui prouvent les liens pour les femmes qui ont des changements hormonaux puis tout ça. Fait que oui, ça peut vraiment valoir la peine de se renseigner sur le sujet. Puis moi, ce que je recommande toujours par rapport aux suppléments, c'est de s'assurer qu'il y a pas de contre-indication avec d'autres médicaments ou d'autres suppléments que vous prenez déjà, puis de s'assurer de bien comprendre c'est quoi, pourquoi vous le prenez, est-ce que ça a un effet vraiment sur vous, puis c'est quoi justement les risques. Fait que juste tout le temps un petit reminder quand on commence des nouveaux suppléments, c'est super important. Je pense que ça peut être un bel allié dans l'optimisation de la santé puis tout ça, mais il faut juste vraiment savoir qu'est-ce qu'on prend, dans quel but, puis est-ce que ça a un effet positif au final. Puis justement, oui, tu as fondé Sexo Soin, mais tu travailles aussi avec une clinique en ménopause. Oui, c'est ça, exact. Ça Donc, s'appelle allez voir vos professionnels de la santé. À quelle clinique? C'est ça. Ben, en fait, tu sais, n'importe quelle clinique, moi, je travaille personnellement chez Coral Health, que ça s'appelle, qui est une clinique virtuelle. Mais encore là, ce que je recommande vraiment pour aller chercher des soins en ménopause ou en santé hormonale, c'est juste de s'assurer que votre professionnel de la santé est formé sur le sujet. Fait que peu importe que ça soit dans une clinique privée ou par votre médecin de famille, c'est quand même quelque chose qui est spécialisé en ce moment. Fait qu'on veut s'assurer d'avoir accès à quelqu'un qui est formé sur le sujet. Fait que gênez-vous pas de le demander s'ils sont habitués de traiter des personnes qui ont des changements hormonaux, qui travaillent avec la ménopause. Puis si c'est pas la spécialité de votre médecin, c'est tout à fait correct, mais ils peuvent aussi vous donner des références aux besoins là, pour avoir accès à des professionnels dans le domaine. Super. J'ai une dernière question pour toi, une question que je pose à tous mes invités. Ça veut dire quoi pour toi être en santé? Être en santé pour moi, ça veut dire, écouter les besoins de mon corps, je dirais. Fait que oui, prendre soin par toutes les sphères que je viens de mentionner, l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, la gestion du stress, mais aussi vraiment être à l'écoute de qu'est-ce que mon corps a besoin à chaque jour. Fait que moi, j'aime vraiment commencer ma journée par un petit scan corporel, essayer de voir, tu sais, dans quel état je suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais de besoin, puis, instinctivement d'aller chercher qu'est-ce qui pourrait me faire du bien par la journée. Fait qu'après ça peut dépendre. Des fois, je peux avoir besoin un peu plus de sommeil. Des fois, je me sens un peu anxieuse. Fait que je vais aller faire des techniques de relaxation. Fait que vraiment d'être à l'écoute de ça, puis d'aller chercher un équilibre dans tout ça. Bouger, ça m'aide beaucoup aussi. Fait que, ouais, je dirais c'est ça, être à l'écoute de mon corps et de ses besoins. Wow. S'il y a des auditeurs et auditrices qui aimeraient ça te suivre sur les médias sociaux, Mhm. qui peuvent te trouver? Donc, Sexe aux soins sur Facebook, Instagram. C'est vraiment ma page de pratique privée. Fait que pour tout ce qui est la santé hormonale, plus le cycle menstruel et la santé sexuelle, ça va être par là. Je fais aussi des ateliers dans différents milieux. Donc, je suis ouverte à des collaborations de tout type pour votre milieu ou pour juste collaborer entre professionnels. Puis sinon, pour ce qui est du côté plus ménopause, toute ma pratique est vraiment avec Coral Health, qui est une clinique virtuelle, comme je disais, de santé pour les femmes, qui est vraiment axée sur l'optimisation de la santé, la prévention et la santé hormonale en lien avec la ménopause. Donc, c'est là que je fais vraiment mes suivis avec les patientes, que les conférences plus sur le sujet de la ménopause peuvent aussi être faites en collaboration avec cette clinique-là. Donc, c'est vraiment les deux façons. Ils ont aussi une page Instagram Coral to Thrive, que ça s'appelle. Fait qu'eux, ils postent vraiment du contenu plus spécialisé sur la ménopause. Puis moi, mon contenu, c'est plus, c'est ça, santé sexuelle et cycle menstruel. Puis au niveau des conférences sur ton site web, les ateliers, on peut voir que tu peux toucher à plusieurs sujets.
Ce qui est Oui. quand même. J'aurais jamais pensé qu'il pouvait avoir autant de sujets, mais oui. 100%. Ben, tu sais, vu que je suis infirmière et je travaille aussi en santé sexuelle, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de flexibilité. Fait qu'en ce moment, c'est sûr que tout ce qui est le milieu du sport et du cycle menstruel, ça m'intéresse beaucoup. J'essaie de développer ça. Mais je peux faire aussi tout ce qui est en lien avec la périnatalité. Fait que j'ai beaucoup de conférences de faites déjà sur le postpartum, comment reconnecter à son corps ou à sa sexualité comme parent. J'ai aussi du contenu sur la prévention des violences sexuelles, le développement psychosexuel des enfants, l'image de soi, l'estime de soi. Puis j'ai fait des collaborations aussi avec la Fondation du cancer du sein. Fait que, tu sais, c'est vraiment possible d'aller spécifier selon la clientèle puis les besoins d'un milieu pour tout ce qui est la santé reproductive et sexuelle. Magnifique. Jeanne, un gros merci. Merci à toi. C'était super le fun comme podcast. J'ai beaucoup aimé. Puis merci à toi. Puis j'ai pas d'enfant. Si jamais j'ai une fille, je vais être très content d'avoir fait cet épisode-là. Ça, Oui. c'est certain. Puis je pense à ma nièce que dans 8 ans, quand elle va avoir 12 ans, ça va peut-être arriver, ben, je serai peut-être un peu mieux outillé pour l'accompagner. 100%. Fait que, Merci au nom encore. de tous les solo papas que je pense aussi, euh, cet épisode-là était pour vous. Oui, merci beaucoup. On se dit à la prochaine! À la prochaine. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. À bientôt!